Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale, mécanismes, conséquences, lutte. Et comme à l'accoutumée, nous allons commencer ce propos par un exemple. Alors d'ores et déjà, ce que je tiens à dire, c'est que c'est une affaire qui est maintenant entrée dans les annales de l'histoire judiciaire. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Balkany. C'est une véritable saga. Et les éléments que je vais relater sont des éléments qui ont été puisés dans les différentes décisions de justice qui ont été rendues, décisions qui ont mis en avant les éléments sur lesquels je vais revenir et qui sont aujourd'hui des décisions définitives. Donc bien évidemment, aucun procès d'intention à l'endroit de monsieur et madame Balkany. Les faits, rien que les faits, et en restant objectif. Pour mémoire, en 2013, une information judiciaire a été ouverte visant M. Patrick Balkany et Mme Isabelle Balkany pour blanchiment de fraude fiscale. Les époux Balkany étaient en effet soupçonnés d'avoir, de façon habituelle, dissimulé à l'administration fiscale leurs revenus et patrimoine en usant de prête-noms et en ayant recours à des structures offshore. En 2015, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, comme elle peut le faire, a adressé un signalement au parquet national financier en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Un fonctionnaire ayant connaissance d'éléments susceptibles de recevoir une qualification pénale, une infraction, peut et doit saisir le procureur de la République. En l'occurrence, il s'agissait du parquet national financier. Et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique notifie cet article 40 compte tenu des soupçons quant au sérieux, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale du couple Balkany et parce qu'elle considérait qu'il y avait une sous-évaluation manifeste de certains biens mobiliers et immobiliers. En septembre 2019, M. Patrick Balkany est condamné pour fraude fiscale à une peine d'emprisonnement de 4 ans avec mandat de dépôt et 10 ans d'inéligibilité. Son épouse, quant à elle, a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement. M. Balkany est ensuite de nouveau condamné en octobre 2019 à 5 années d'emprisonnement pour blanchiment de fraude fiscale, mais relaxé du délit de corruption puisque le parquet avait décidé d'engager 2 types de poursuites qui ont donné lieu à 2 décisions différentes. En mars 2020, en appel, les 2 époux vont être condamnés à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis pour M. Patrick Balkany et 3 ans de prison ferme pour Isabelle Balkany, sans mandat de dépôt, assorti pour tous les 2 de 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. Rappelons que l'un et l'autre étaient des élus et que M. Balkany avait été pendant très longtemps maire de Levallois. En mai de la même année, le couple est de nouveau condamné dans le cadre du procès pour blanchiment de fraude fiscale à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour M. Balkany et 4 ans d'emprisonnement ferme pour Mme Balkany. Leur culpabilité pour blanchiment de fraude fiscale est définitivement confirmée par la Cour de cassation en juin 2021, qui a ordonné un nouveau procès en appel afin de fixer à nouveau le quantum des peines. Et c'est en janvier 2023 que la Cour d'appel de Paris se prononcera sur les peines et a condamné les époux à 4 ans d'emprisonnement pour M. Patrick Balkany et 3 ans d'emprisonnement pour Mme Isabelle Balkany, ainsi que 100 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale. Elle décidera également de la confiscation de l'usufruit d'un de leurs biens immobiliers qu'on a appelé le Moulin de Cossy. Alors, évidemment, tout cela a l'air très ardu, un peu pénible, cette répétition ou cet inventaire des décisions qui ont été rendues. Mais finalement, qu'est-ce que l'on reprochait aux époux Balkany? L'enquête ou les investigations menées sous la conduite des juges Renaud Van Ruynbeck et Patricia Simon avaient révélé que les époux Balkany étaient propriétaires de plusieurs résidences immobilières non déclarées à l'administration fiscale. D'abord, une résidence à Saint-Martin, plus connue sous le nom maintenant célèbre, compte tenu de cette saga judiciaire, la Villa Pamplemousse, appartenant à des sociétés écrans domiciliées en Suisse, au Panama et au Liechtenstein. L'origine des fonds utilisés pour l'achat de ce bien immobilier n'était pas connue. Les époux ont longtemps nié être les propriétaires de cette résidence. Madame Isabelle Balkany a finalement reconnu lors d'un interrogatoire qu'elle en était la propriétaire et M. Balkany ensuite a reconnu être copropriétaire de cette villa. S'agissant de l'origine des fonds ayant servi à l'achat de cette villa, M. Patrick Balkany s'est contenté d'indiquer qu'il provenait de la fortune familiale de son épouse. Par ailleurs, les époux Balkany avaient sous-évalué la valeur de leur résidence située à Giverny, le fameux moulin de Cossy, dont ils avaient donné la nue propriété à leurs enfants tout en conservant l'usufruit.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les soupçonnait d'avoir sous-évalué cette résidence à hauteur de 60% de sa valeur réelle dans leur déclaration de patrimoine. Enfin, une autre résidence avait attiré l'attention de l'administration fiscale et de l'autorité judiciaire, une résidence de 2 hectares située à Marrakech au Maroc, acquise en 2010 pour un montant de 5 millions d'euros par l'homme de confiance de M. Patrick Balkany, M. Jean-Pierre Aubry. Celui-ci était soupçonné par la justice d'avoir simplement servi de prête-nom. Plusieurs indices avaient permis aux enquêteurs d'établir que cette propriété appartenait aux époux Balkany. Par exemple, le nom donné à la propriété était Dar Guissi, le mot Dar signifiant maison en arabe, et Guissi était la contraction des prénoms des 2 petits-enfants du couple, Julia et Lucie. La villa était la propriété d'une société civile immobilière de droit marocain, la SCI Juicy, elle-même détenue par une société offshore panaméenne dont le capital était composé de 100 parts anonymes aux porteurs. Celle-ci était à son tour adossée à une autre société panaméenne disposant d'un compte à Singapour. Et derrière ce montage, les enquêteurs mettront en évidence, au final, que c'était Jean-Pierre Aubry, bras droit de M. Balkany, qui avait déposé les parts aux porteurs chez un notaire à Genève et qu'il était en apparence propriétaire de la villa. L'enquête va révéler également que Jean-Pierre Aubry séjournait à l'hôtel lors de ses voyages au Maroc, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dans la villa et qu'il ne se comportait pas comme véritable propriétaire de la villa à Marrakech. Là, l'enquête avait également permis de démontrer que la famille Balkany, qui séjournait très régulièrement au Maroc, n'engageait aucune dépense hôtelière, ce qui semblait indiquer qu'elle était propriétaire d'une résidence. Finalement, la perquisition menée au sein de la résidence située au Maroc a révélé que plusieurs objets portaient les initiales des époux, peignoirs, caisses de vin, livres, dédicaces, ainsi qu'un cahier contenant le logo de la mairie de Levallois-Perret. Finalement, les époux vont finir par le reconnaître. Et ce que la justice a constaté, c'est que ce système de fraude fiscale, puisque cela a été jugé ainsi de manière définitive, avait été mis en place par les époux Balkany et était considéré par la justice comme par l'administration fiscale comme étant sophistiqué d'un montant exceptionnel. Montant exceptionnel, pourquoi ? Parce qu'il était reproché aux époux de n'avoir jamais payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015, alors qu'ils détenaient des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels, mais également d'avoir payé un impôt sur le revenu sous-évalué entre 2009 et 2014. Alors évidemment, cette affaire dite Balkany a connu le retentissement que l'on sait, d'abord parce qu'il s'agissait de deux personnalités du monde politique, parce que M. Balkany était considéré comme un intime de M. Nicolas Sarkozy et qu'évidemment, s'agissant de la prévention des atteintes à la probité, l'administration fiscale comme la justice ne pouvaient pas ne pas considérer que ces faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale revêtaient un caractère d'une gravité certaine en raison de la qualité d'élus et d'élus notoirement connus, à savoir M. Patrick Balkany et Mme Isabelle Balkany, qui dirigeaient une grande commune des Hauts-de-Seine, à savoir Levallois-Perret. Une fois qu'on a rappelé ça, maintenant on va rentrer, je l'espère de la façon la plus claire possible, sur un certain nombre de thématiques autour de la fraude fiscale et du blanchiment de fraude fiscale, et en particulier, première question que l'on peut se poser, quels sont les mécanismes courants de la fraude fiscale et d'évasion fiscale et de l'évasion fiscale, et d'ailleurs quelles sont les différences entre les deux pratiques, parce que peut-être que ça ne va pas de soi. On distingue communément l'optimisation fiscale de la fraude fiscale. Qu'est-ce que c'est que l'optimisation fiscale ? C'est le fait d'échapper à l'impôt par des moyens légaux, à l'aide de niches fiscales ou de régimes dérogatoires. Elle est donc, en principe, légale. La fraude fiscale, quant à elle, peut être définie comme une pratique illicite qui a pour objectif d'escamoter des sommes imposables afin de ne pas payer les taxes et impôts dus. La définition est donnée par un article que tous les fiscalistes connaissent et que ceux qui pratiquent ou celles qui pratiquent le droit pénal fiscal connaissent également, à savoir l'article 1741 du Code général des impôts. Je cite, « C'est le fait ou la tentative de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt. » Comme pour toute fraude, il faut qu'il y ait des critères cumulatifs qui soient
remplis. Il y en a 3, il faut les citer. Des faits concrets et tangibles, l'élément matériel, comme l'on dit en pénal, qui permettent aux contribuables de se soustraire en partie ou en totalité à l'impôt, avec pour conséquence une perte réelle pour l'État. Par exemple, c'est le cas d'une entreprise qui dissimule une partie de son chiffre d'affaires. Deuxième élément, une intention délibérée de fraude, ce que l'on appelle en droit pénal l'élément intentionnel et moral. La bonne foi du contribuable qui ignorait l'interdiction peut alors être opposée, mais s'il connaissait cette interdiction, bien sûr, sa mauvaise foi sera établie. Un élément légal, un impôt dont le contribuable est redevable, prévu par la loi ou les règlements. Si l'on va sur le terrain de l'évasion fiscale, on peut la définir de la façon suivante. L'évasion fiscale s'entend comme l'ensemble des comportements du contribuable, particulier ou entreprise, visant à réduire le montant des impositions dont il doit légalement s'acquitter. Communément, en pratique, il se fonde sur le transfert du patrimoine vers un autre pays au régime fiscal plus avantageux. L'évasion fiscale apparaît donc comme une notion ambiguë à la frontière entre la fraude et l'optimisation fiscale. En matière d'évasion fiscale, la clé repose sur l'opacité, la difficulté pour les tiers, en particulier évidemment l'administration fiscale, les tiers à l'opération de remonter jusqu'au bénéficiaire effectif. Plus c'est opaque et plus le doute s'installe quant au caractère frauduleux de cette évasion fiscale. Le schéma simplifié d'évasion fiscale est le suivant. On ne peut pas tous les citer. Pour les besoins de ce podcast, j'ai choisi un schéma le plus simple possible, dont vous verrez qu'il est quand même passablement compliqué. D'abord, celui qui souhaite faire de l'évasion fiscale va entrer en contact avec des sociétés fiduciaires peu scrupuleuses. Les Français, ou les contribuables français, se rendaient en général en Suisse, à Genève ou au Luxembourg, notamment car on y parlait le français. J'ouvre une parenthèse pour dire que je ne suis pas en train de distribuer les bons ou les mauvais points et qu'il ne s'agit pas de dire, bien évidemment, que toutes les sociétés fiduciaires suisses, luxembourgeoises sont peu scrupuleuses, voire malhonnêtes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis simplement quel était le chemin qui était emprunté par certains contribuables français qui voulaient pratiquer l'évasion fiscale, et évidemment l'évasion fiscale frauduleuse. Donc ces fiduciaires proposaient des offres clés en main, réalisées avec le concours commun de juristes et de professionnels du chiffre, peu regardants, et c'est un euphémisme que de le dire ainsi. Dans un second temps, la société fiduciaire va créer pour le bénéficiaire ou l'ayant droit une société offshore qui va garantir l'opacité. Qu'est-ce que c'est qu'une société offshore ? C'est une entreprise enregistrée dans un pays qui offre des avantages fiscaux et un secret bancaire renforcé, autrement dit des paradis fiscaux. Elles sont immatriculées par exemple au Panama, aux Bahamas, aux British Virgin Islands, à Dubaï, etc. Mais aussi chez nos voisins les plus proches, avec par exemple des trusts et des fondations au Liechtenstein. Troisième élément, ensuite pour faire transiter l'argent, il faut aussi créer des comptes bancaires au nom de ces sociétés, en Suisse, à Jersey, à Singapour, à l'île Maurice, à Gibraltar, des territoires peu coopératifs au regard des règles de la lutte contre la fraude fiscale. Et c'est dans ces pays-là, la Suisse a fait beaucoup d'efforts, mais les autres pays que j'ai cités un peu moins, il y a de l'opacité, de la dissimulation, de l'occultation qui permettent de loger ces comptes bancaires au nom de ces sociétés. En synthèse, le mécanisme d'évasion fiscale repose donc sur des sociétés offshore et des comptes bancaires offshore. Il suffit alors de multiplier les sociétés écrans afin de rendre plus difficile la remontée aux sources. En général, ces sociétés et comptes bancaires bénéficient à plusieurs clients. Autrement dit, seul le prestataire d'évasion fiscale dispose de la répartition exacte des fonds et des bénéficiaires de ces fonds. Quatrième étape, une fois ces structures créées, il faut alors envoyer l'argent à ces sociétés offshore. Un exemple que l'on rencontre en jurisprudence et que les tribunaux ont pu sanctionner. Un contrat est passé entre la société française souhaitant faire de l'évasion fiscale et
une société écran de l'entreprise proposant des services d'évasion fiscale. Afin de ne pas éveiller les soupçons de l'administration fiscale, ces sociétés écrans sont souvent immatriculées en Europe. Elles vont alors émettre des fausses factures correspondant aux sommes que l'on ne veut pas soumettre à l'impôt. Prestations fictives de toute nature, vente fictive de marques ou de brevets, vente fictive du capital. Une fois les factures réglées par la société française, l'argent passe par une autre société offshore avant d'atterrir sur le compte bancaire non déclaré. Enfin, dernière étape, la société prestataire de services de l'évasion fiscale doit proposer à ses clients des outils pour récupérer de l'argent qu'elle a réussi à faire évader. Et ainsi, on peut trouver, par exemple, des cartes de débit sans nom. Le système est huilé, rodé, et il continue à fructifier. Et bien évidemment, l'administration fiscale comme la justice pénale tentent d'y mettre fin. Certains passent au travers des mailles du filet, d'autres non. Et lorsqu'ils sont identifiés, interpellés, mis en jugement et sanctionnés, il faut dire les choses comme elles sont, les sanctions sont très lourdes. Quels sont les modes opératoires de la fraude fiscale ? Alors là encore, on va aller au plus simple. Cette fraude fiscale, elle peut être caractérisée avec des modes opératoires qui sont plus simples que ceux de l'évasion fiscale. On y trouve notamment les minorations de chiffre d'affaires déclarés ou des charges déduites à tort. L'utilisation abusive de mécanismes d'intéressement. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mécanismes d'intéressement abusifs ? Certaines sociétés ont ainsi mis en place des régimes d'intéressement, entre guillemets, sauvages, afin d'inciter leurs cadres dirigeants à améliorer les performances de l'entreprise. Les gains résultant de ces schémas reposent sur l'attribution de titres à des conditions préférentielles indexées sur la valorisation de l'entreprise à rentabiliser. Afin de rendre encore plus attractifs ces schémas, des montages complémentaires sont parfois mis en place pour exonérer les gains constatés de toute imposition ou pour qu'ils puissent bénéficier du régime fiscal des plus-values plus avantageux que celui de l'imposition des salaires. On peut aussi trouver la réalisation de facturations fictives ou de complaisance, soit pour des prestations effectuées réellement mais à l'ordre de fausses entreprises, soit pour des opérations imaginaires et ou pour des quantités ne correspondant pas aux livraisons effectives. Grande spécialité dans l'Est parisien d'ailleurs, ces livraisons qui ne correspondent pas, ou ces quantités mentionnées plutôt, qui ne correspondent pas aux livraisons effectives. Le but de la manœuvre est de comptabiliser scrupuleusement ces factures fictives ou de complaisance en vue de minorer ces bénéfices imposables au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu et de récupérer indûment la TVA facturée. Quelles sont les conséquences juridiques et financières de la fraude ou de l'évasion fiscale pour les personnes physiques et morales ? La fraude fiscale et l'évasion fiscale étant constitutives d'un délit puni par la loi, leur commission entraîne nécessairement des conséquences juridiques et financières pour les personnes physiques et morales poursuivies et sanctionnées définitivement. Les conséquences juridiques, elles se matérialisent par le biais d'un dispositif qui s'articule à deux niveaux, des sanctions pénales et des sanctions fiscales administratives. Je vous parlais tout à l'heure de l'article 1741 du Code général des impôts qui prévoit expressément que le délit de fraude fiscale est sanctionné pénalement indépendamment des sanctions fiscales applicables. Cela veut dire quoi ? Sur le plan pénal, l'article 1741 du Code général des impôts réprime le fait de se soustraire frauduleusement ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts. C'est ce que je vous rappelais tout à l'heure. Et les peines qui sont prévues sont les suivantes. La peine principale encourue pour le délit de fraude fiscale est de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende, le montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction. On voit que c'est dissuasif, ou en tout cas que cela se veut dissuasif. La peine est aggravée et elle est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 3 millions d'euros d'amende, je parle des personnes physiques, lorsque les faits ont été commis en bande organisée, constituant une circonstance aggravante
ou réalisé ou facilité au moyen de... Donc, dès qu'on a ces éléments que je vais énoncer, on est face à des circonstances aggravantes, on est dans la bande organisée et l'on est donc passible de ces peines dont le maximum théorique est de 7 ans d'emprisonnement et de 3 millions d'euros d'amende, soit de comptes ouverts ou des contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établi à l'étranger, soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du Code pénal ou de toute autre falsification, soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger, soit enfin d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Donc, vous l'entendez, à chaque fois qu'on interpose des entités fictives, à chaque fois que l'on fabrique des fausses pièces, on se retrouve dans cette situation de la circonstance aggravante de la fraude fiscale, a fortiori lorsque tout cela passe par des structures à l'étranger. En cas de condamnation, l'article 1741 du Code général des impôts prévoit la possibilité d'imposer des peines complémentaires. Ça a l'air de rien ces peines, mais pour avoir défendu des hommes et des femmes qui étaient poursuivis pour fraude fiscale, lorsque ces peines sont prononcées, eh bien écoutez, ça fait, pour parler trivialement, très mal. Interdiction des droits civils et de famille, des droits civils, civiques et de famille, affichage de la décision prononcée et sa diffusion. Ces peines complémentaires sont rendues obligatoires à l'encontre de toute personne coupable du délit de fraude fiscale commis en bande organisée ou lorsque la fraude a été réalisée ou facilitée par les moyens que j'ai énoncés tout à l'heure et notamment les comptes ouverts à l'étranger. C'est-à-dire que le juge n'a pas le choix, il doit prononcer ces peines. La juridiction peut cependant, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les dites peines complémentaires lorsque les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur le justifient. Ça veut dire que si le juge ne dit rien, si on ne lui demande rien au moment de rédiger des conclusions ou de plaider, il prononcera obligatoirement ces peines lorsqu'encore une fois on est en bande organisée ou lorsque l'on a utilisé un des moyens précités. Sinon, il faudra par une décision spéciale motivée dire que tel contribuable, compte tenu de sa situation familiale, compte tenu de sa situation de santé, ne mérite pas d'être sanctionné de cette peine complémentaire. Il y a d'autres peines complémentaires qui peuvent être imposées, et cette fois-ci au visa de l'article 1750 du Code général des impôts. Quelles sont-elles ? Par exemple, une interdiction d'exercer conformément à l'article 131-27 du Code pénal. Une suspension du permis de conduire de 3 ans maximum, 6 ans en cas de récidive. Bon, la suspension du permis de conduire, on peut peut-être ne pas être trop touché par une telle sanction. En revanche, une interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier, la profession de notaire, la profession d'avocat, la profession de banquier, la profession de membre d'une société financière, évidemment, on vous interdit de bosser, pour parler trivialement, et cela peut avoir des répercussions considérables pour vous et votre famille. Et donc, on voit que là encore, que les sanctions sont lourdes, mais il s'agit d'une infraction qui est d'une gravité certaine et qui est une infraction que le corps social ne peut accepter. Alors, il fut un temps où l'on considérait que la fraude fiscale était un sport national en France. Ce temps est plus que révolu et depuis des décennies. Les auteurs de ces faits s'exposent également au risque de voir le produit de l'infraction saisi et confisqué. Alors, c'est peut-être pas très compréhensible ce que je viens de vous dire, donc je vais essayer d'expliciter davantage. C'est très important. Les saisies pénales aux fins de confiscation sont des actes judiciaires réalisés dans le cadre de procédures pénales permettant à l'autorité judiciaire d'appréhender matériellement ou juridiquement des biens en vue de leur éventuelle confiscation future. Alors que la saisie pénale est une mesure intervenant en cours de procédure et entraîne l'indisponibilité temporaire d'un bien, la confiscation constitue quant à elle une peine prononcée à l'occasion d'une condamnation qui, lorsqu'elle devient définitive, entraîne la dépossession permanente et définitive d'un bien et son transfert au profit de l'État. Soyons concrets. Aujourd'hui, le procureur de la République
peut décider sur la base de ce délit de fraude fiscale, de confisquer un bien immeuble, de saisir un bien immeuble, de saisir une voiture, de saisir une cave à vin, de saisir un bateau, de saisir des tableaux, alors même que la procédure pénale n'est pas terminée et que la personne est présumée innocente. Donc pendant le temps des investigations, cette saisie aura lieu, elle rendra temporairement indisponible le bien saisi, ça peut être des parts sociales, ça peut être des comptes bancaires. Là récemment, j'ai une personne qui s'est vue saisir pour 3,5 millions d'euros sur ses comptes bancaires. Et nous savons d'ores et déjà que cette procédure, elle va durer encore 2 ou 3 ans. Et nous avons tenté d'obtenir la mainlevée de cette saisie sans succès devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui est la juridiction qui statue, puisque ça se passait dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, qui devait statuer sur le bien fondé ou pas de cette saisie. Donc vous voyez qu'on peut être frappé par des mesures provisoires qui ont des répercussions considérables. Et évidemment, si la peine de confiscation complémentaire de confiscation prévue à l'article 21 du Code de procédure pénale est applicable au délit de fraude fiscale, et bien le bien confisqué ayant servi à commettre l'infraction ou étant destiné à la commettre, résidant en l'économie ayant résulté de la soustraction à l'impôt, il va être saisi de façon définitive, et plus exactement pour employer la bonne terminologie, va être confisqué de manière définitive. Des peines accessoires peuvent également être prononcées en cas de condamnation pour fraude fiscale. Par exemple, une interdiction de participer aux travaux de certaines commissions, de travaux de municipalité. Je vais vite, il vous suffira de retenir que c'est visé à l'article 1753 du Code général des impôts, mais lorsque l'on est un citoyen ou une citoyenne au-dessus de tout soupçon, de se retrouver du jour au lendemain dans l'incapacité de participer au travail collectif pour lequel vous étiez identifié comme étant, par exemple, un nulle, ça peut, sur le plan de l'honneur et de la réputation, évidemment, causer bien des dommages. Qu'en est-il des sanctions pénales des personnes morales ? Conformément au principe de responsabilité pénale des personnes morales posé par l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales peuvent également être reconnues coupables de fraude fiscale. La personne morale peut être condamnée à une amende portée au maximum au quintuple de celle applicable aux personnes physiques, conformément à l'article 131-28, alinéa 1er du Code pénal. Il y a les auteurs principaux, il y a les complices également. Il faut donc préciser que les complices de fraude fiscale sont soumis aux mêmes peines que les auteurs de l'infraction, conformément à l'article 1742 du Code général des impôts et à l'article 121-6 du Code pénal. Par exemple, est complice de fraude fiscale le prévenu chargé par les dirigeants d'une entreprise de recouvrement de leurs créances sur les clients, dont une partie a été encaissée de manière occulte, qui a accepté d'ouvrir et de gérer pour ses mandants des comptes bancaires et a conservé pour lui des fonds collectés en règlement d'une dette du dirigeant à son égard. Il y a, je ne sais pas si c'est un signe d'optimisme, mais en tout cas, tout n'est pas définitivement d'une totale sévérité. Il y a des principes d'atténuation de la peine, ou en tout cas des possibilités d'atténuation de la peine. L'alinéa 7 de l'article 1741 du Code général des impôts prévoit une cause d'atténuation de la peine lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies. L'auteur, le coauteur ou le complice de l'infraction de fraude fiscale a averti l'autorité administrative et judiciaire et il a permis d'identifier d'autres auteurs ou des complices. Dans ce cas, la peine privative de liberté encourue est réduite de moitié. Le montant de l'amende encourue est quant à lui inchangé. Quelles sont les conséquences financières de la fraude fiscale ? Tout d'abord, les sanctions fiscales administratives. L'article 1741 du Code général
des impôts prévoit qu'outre les sanctions pénales, l'auteur de fraude fiscale peut faire l'objet de sanctions fiscales administratives. Ces sanctions sont prévues et détaillées dans le Code général des impôts, article 1728 et suivants, et sont principalement la majoration de l'impôt et l'amende. Il est inutile d'aller plus loin puisque nous parlons de sanctions administratives et qu'il s'agit d'un podcast réservé, ou pas réservé en tout cas, qui évoque la matière pénale. S'agissant en revanche des autres conséquences financières à caractère pénal, l'article 1745 du Code général des impôts dispose que tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Ainsi, toutes les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive du chef de fraude fiscale peuvent être tenues solidairement au paiement de l'impôt fraudé, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes 3 à être condamnés pour fraude fiscale, s'agissant des mêmes faits, nous serons tous les 3 solidaires du paiement total de l'impôt éludé et évidemment des pénalités y afférentes, et l'administration fiscale pourra s'adresser au plus solvable pour récupérer la totalité de l'impôt éludé, et quitte à pour celui qui a été condamné ou qui s'est vu frappé de cette sanction financière, de se retourner vers ses 2 camarades. La Chambre criminelle a précisé la nature de la solidarité fiscale. Celle-ci constitue une sanction, mais n'est pas une peine au sens du Code pénal, et n'est pas non plus une mesure ayant le caractère d'une punition. Pour autant, on voit bien que la fraude fiscale peut engendrer des conséquences graves sur le plan juridique et sur le plan financier pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. Cette présentation, qui bien évidemment ne peut pas être exhaustive, ne serait pas complète, ou en tout cas ne serait pas totalement complète, si l'on n'essayait pas d'identifier rapidement quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre la fraude fiscale. Et comment les contribuables peuvent se conformer, ou peuvent-ils se conformer aux lois fiscales tout en optimisant leur situation fiscale de manière légale. Quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale? Le législateur a considéré que la lutte contre la fuite devant l'impôt devait s'organiser autour d'un triptyque d'objectifs à valeur constitutionnelle. La lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre l'optimisation fiscale irrégulière. Pour ce faire, la Direction générale des finances publiques dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'outils innovants. Le recours à des algorithmes et à l'intelligence artificielle est désormais acquis. Ils servent, ces outils, à détecter les incohérences des déclarations et assurer l'exploitation de données de masse à croiser des sources telles que les déclarations fiscales, les comptes bancaires, les fichiers cadastraux, l'URSSAF. Prenons un exemple récent. Un décret de février 2021 autorisait les agents à expérimenter pendant 3 ans la collecte des données personnelles en accès libre sur les réseaux sociaux. Les publications privées restent protégées. Donc ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Airbnb, Le Bon Coin, Blablacar, TikTok, lorsque vous postez vos photos de vacances au bord d'une piscine et que par exemple cette piscine n'a pas été déclarée, dès lors que vous l'avez publié sur votre page Facebook et que c'est accès librement et public, ça peut être une donnée qui peut être utilisée pour faire en sorte de déclencher une vérification fiscale. Si vous êtes bénéficiaire du RSA et que vous postez des vidéos, des photos où l'on vous voit à Miami, je n'exagère pas, c'est une histoire vraie, au volant d'une belle décapotable, que l'on vous le voit le même soir
dans une boîte de nuit avec le magnum de champagne et que vous expliquez par ailleurs, lorsque vous revenez en France, que vous êtes dans une telle difficulté que vous devez continuer à percevoir le RSA, c'est sûr que ça va poser quelques difficultés et que l'administration fiscale va vous demander des comptes. Ça n'a rien d'extraordinaire et je ne suis pas dans l'ironie. Ce sont des histoires qui se sont répétées. Ainsi, avoir des sources de revenus occultes font que, à partir du moment où vous avez une activité intense sur les réseaux sociaux qui montre que cela n'est pas, que cette activité, et en tout cas les signes apparents de richesse, ne sont pas compatibles à ce que vous déclarez aux URSSAF, à la sécurité sociale, à l'administration fiscale, ben vous allez vous voir exposé à des vérifications et à des poursuites. Et je dois dire, et je le dis vraiment sans aucun cynisme, que comme pénaliste, on est parfois surpris, comment dire les choses de façon polie. Peut-être que ça ne va pas être poli d'ailleurs, par la stupidité de certaines personnes, et je ne suis pas un moraliste, je ne suis qu'avocat, qui à la fois dissimulent la réalité de leurs revenus et dans le même temps sont très show-off et balancent sur les réseaux sociaux pour épater la galerie comme l'on dit. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration dispose des outils pour pouvoir vous scanner, vous scroller, identifier et tenter d'appréhender la réalité de votre situation patrimoniale. Par exemple, cela permet à l'administration d'établir le véritable pays de résidence du déclarant ou de repérer la possession de certains biens non déclarés. Les plateformes de services marchands comme Airbnb ont désormais pour obligation, donc il faut le savoir, elles n'ont pas d'autre choix, pour obligation de transmettre les revenus de leurs utilisateurs à l'administration pour repérer des revenus locatifs non déclarés. Il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel, entre guillemets, foncier innovant, qui exploite les images de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, qui a été aussi développé pour repérer, je vous le disais tout à l'heure, les piscines qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration. En parallèle, n'oublions pas Tracfin, qui est un organisme qui reçoit les déclarations en organisme étatique, qui trace les transactions financières et les mouvements de fonds transfrontaliers, qui reçoit les déclarations de soupçons de nombreux professionnels, banques, assureurs, notaires, experts comptables, qui ont l'obligation de faire ces déclarations de soupçons, sur les transactions et les opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale. Ainsi, l'infraction de fraude fiscale est l'une des infractions les plus présentes dans les déclarations de soupçons qui leur sont adressées. Pour mémoire, pour les juristes, les étudiants et étudiantes, les élèves avocats ou les élèves avocates, les avocats et avocates, nous sommes nous-mêmes, dans certains cas de figure, soumis à cette déclaration de soupçon. Nous ne devons pas déclarer entre les mains de Tracfin, mais entre les mains de notre bâtonnier ou de notre bâtonnière qui transmettra à Tracfin. Mais cette obligation de déclaration de soupçon, elle pèse aussi dans certaines hypothèses sur les épaules des avocats et des avocates. Et par exemple, les confrères et les consoeurs qui sont spécialisés en cession de fonds de commerce, en cession de biens immeubles, en transactions immobilières, par exemple, celles-ci doivent faire ces déclarations de soupçon si naturellement ils ou elles ont un soupçon. Nous avons également les fichiers nationaux des comptes bancaires, FICOBA, et des contrats d'assurance vie, FICOVI, qui recensent toutes les informations relatives aux comptes et aux assurances vie ouverts en France, récoltant des renseignements de nature à détecter des manipulations d'espèces, activités occultes ou illicites, donations non taxées, comptes à l'étranger non déclarés. Les seuils du paiement autorisé en espèces n'ont cessé de décroître et aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, mais on ne peut plus, comme il y a 10, 15 ans, 20 ans, faire des paiements en espèces. Il fut un temps où vous étiez... je n'ai pas connu ce temps-là puisque je n'étais pas possesseur d'autant d'espèces, où vous pouviez acheter une voiture en espèces chez un concessionnaire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Est-ce que c'est un bien ou un mal ? C'est pas mon problème, mais en tout cas, c'est interdit.
Le 9 mai 2023, le ministre délégué chargé des comptes publics a annoncé la création d'une cellule de renseignement fiscal hébergée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Donc l'État se dote des moyens matériels, informatiques et humains pour traquer la fraude fiscale qui est devenue une priorité nationale. À l'échelle de l'Union européenne, Europol a été créé pour lutter notamment contre ces faits de fraude fiscale commis à grande échelle et assurer une coopération policière transnationale avec des enquêteurs et enquêtrices spécialisés. Vous savez également, ça donnera peut-être l'occasion d'un autre podcast sur le parquet européen, celui-ci aussi a pour vocation, a pour mission de lutter contre les préjudices subis par l'Union européenne lorsqu'elle est confrontée, par exemple, à des faits de fraude fiscale, ou plus exactement, d'escroquerie à la TVA. Donc on voit que là aussi, les institutions européennes se dotent des moyens nécessaires pour lutter contre ce type d'infraction. Alors les contribuables qui veulent se conformer aux lois fiscales et qui veulent optimiser leur situation fiscale, est-ce qu'ils peuvent le faire en définitive après le tableau que je viens de dresser? Je rappelle, en un mot, que l'optimisation fiscale est le fait d'utiliser tous les dispositifs nationaux et internationaux permettant de diminuer ou de s'affranchir d'une imposition tout en respectant les réglementations fiscales, notamment en recherchant à bénéficier des régimes dérogatoires, mais bien évidemment à en bénéficier de façon licite. Elle se distingue par nature de la fraude fiscale qui poursuit le même objectif, mais sans respecter les normes nationales ou internationales. L'optimisation va dépendre nécessairement de chaque cas particulier, de sa situation de famille, de ses biens et de ses investissements, de sa profession. Cette optimisation fiscale, elle va concerner essentiellement l'impôt sur le revenu, la taxe foncière et pour certains, l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, ce qu'on appelle la CSG, contribution sociale généralisée, ou la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, et l'ensemble des autres prélèvements sociaux ne sont pas des impôts, car ils sont prélevés en vue d'abonder le budget de la sécurité sociale et non le budget général de l'État. Donc il n'y a pas d'optimisation sociale pour un particulier sur ces contributions. Les contribuables en recherche d'optimisation fiscale peuvent recourir au conseil d'un avocat ou d'une avocate exerçant en droit fiscal ou d'un conseiller fiscal et patrimonial, mais il ne faut pas oublier, pour ces professionnels, et ceux y compris les avocats, qu'ils sont exposés à des poursuites fiscales si l'administration et le parquet estimaient que le schéma d'optimisation fiscale proposé par eux était en réalité frauduleux. Il n'y a plus aucune profession à l'abri de la curiosité de l'administration, de la justice et au-delà même de la curiosité, des reproches qui peuvent nous être faits si nous avons franchi la ligne jaune. Et je dois dire que tous les textes qui ont été adoptés récemment ciblent de manière directe les fabricants intellectuels, les artisans intellectuels de ces schémas d'optimisation fiscale frauduleuse. C'est très désagréable pour les avocats et les avocates, et je suis avocat. C'est même détestable de voir que nous sommes montrés du doigt, et que nous sommes montrés du doigt pour justifier l'évolution de ces législations, y compris sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces textes ont été adoptés, ils créent de nouvelles obligations pour nous, à nous de les respecter, parce que nous sommes devenus des cibles. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cela aura pu vous intéresser.